fait, si est-ce qu'ils pensent un peu aux jeunes générations et aux enfants, en tout cas les prochaines générations en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'ils ont un cœur pour eux? Parce que j'ai l'impression que la dette, là, ils pensent qu'en fait, c'est M. Alassane Ouattara et son épouse qui, c'est en leur nom qu'ils prennent ça. Ni dans ton micro. On n'a pas besoin d'être économiste pour comprendre que s'endetter, là, c'est dangereux. Même nous, à notre niveau, de manière individuelle. Tu ne peux pas compter sur une dette, tu t'endettes, et puis dire que tout va bien, que c'est bon. C'est alarmant. Et la question que les Ivoiriens se posent, moi, en tout cas moi particulièrement, la dette qu'on prend, ça continue d'augmenter. Le super économiste est en train d'endetter le pays qui va impacter des générations futures, présentes et futures. Ça rentre où et puis en quoi est-ce que c'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire? Je pense que c'est la grande question qu'on se pose. On nous dit que c'est pour les ponts. Les ponts qu'on voit, troisième pont et autres, ça ne nous appartient pas, en tout cas à 100%. Les péages, vous pensez que les péages qui sont faits et autres, là, c'est pour rien. Si M. Alassane Ouattara avait le choix, je pense que les péages, il allait enlever. C'est parce qu'il n'a pas le choix. Les gens veulent leur argent. Et la dette va continuer de monter. Et moi, ce qui me fait encore mal, c'est que on constate une dette qui monte, mais à côté, on voit des personnalités publiques qui sont impliquées dans des scandales de détournement d'argent. Bon, de deniers publics. Détournement, c'est pour ceux qui sont allés à l'école. Maintenant, pour nous, les bellas, on voit des voleurs, des gens qui sont suspectés de vol de deniers publics. En plus de ça, la dette continue d'augmenter, mais on constate que l'État de Côte d'Ivoire a des portefeuilles qui pour moi sont inutiles. Par exemple, la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de Sénat. Le budget du Sénat de 2026, allez-y voir, des milliards. Le médiateur de la République, des milliards. La vice-présidence, des milliards. Et il y a encore, la liste est longue. Quand on finit de regarder, on observe ça, mais on se demande en fait, pourquoi est-ce que M. Alassane Ouattara ne peut pas prendre d'action pour pouvoir arrêter l'hémorragie de vol de deniers publics? Ça va lui permettre d'avoir suffisamment d'argent dans la caisse de l'État, réduire le train de vie de l'État. Ça va lui permettre d'avoir suffisamment de cash, c'est comme ça que je comprends, hein. Et ça, il ne sera pas obligé d'aller toujours s'endetter pour survivre, comme je dis, pas pour lui-même personnellement, mais pour le pays. Parce que je doute très fort que s'il avait suffisamment d'argent en interne, il allait être obligé d'aller s'endetter. Je doute fort que ça serait le cas. Depuis des années, on critique ça, mais apparemment, ils n'écoutent pas. Donc, ça veut dire en fait que eux, s'endetter là, en fait, c'est rien pour eux, quoi. Ils constatent rien, ils sont pas, ça les alarme pas, il n'y a pas d'action qui est prise dans ce sens, et puis ça continue. Pourtant, on dit, en tout cas, M. Alassane Ouattara, on nous l'a vendu comme un économiste, super économiste. Il est venu en 2010-2011, il a trouvé une réduction de dette avec le PPTE et autres. Un travail qui a été fait par un historien. Je répète, un historien. L'économiste là est venu, les Ivoiriens pensaient qu'il allait venir appliquer tout ce qu'il a fait dans sa carrière là, pour pouvoir maîtriser cette dette-là, trouver des moyens en interne pour ne pas que cette dette-là puisse augmenter. 15 ans, 20 ans aujourd'hui, le constat il est là. Comment quelqu'un peut soutenir le fait qu'une dette augmente? J'ai jamais compris ça, quoi. Les messieurs Andy qui sont en France là, un jour le Premier ministre, l'ex-premier ministre français a fait un point de presse, non? Où il a alarmé les Français sur la dangerosité de l'augmentation de la dette. C'est une puissance nationale, c'est une puissance mondiale qui le dit. Non,
vous qui êtes en France, là, vous n'avez pas demandé un peu que, ah, Papa Ado dit qu'au pays, en tout cas le RHDP dit que la dette est contrôlée, ça augmente, mais c'est contrôlé, ça va. Maintenant, il y a une autre grande puissance ici où je suis là, qui est en train de nous alarmer. Asseyez-vous dans votre chambre et puis raisonnez un peu, réfléchissez un peu par rapport à ça. Donc, moi, je ne sais pas, j'ai l'impression que les gens vivent pour aujourd'hui seulement. La dette, là, c'est tout, ça impacte tout le monde. Et on va devoir rembourser. Tant que la dette va augmenter, plus la vie chère va continuer. Donc, en fait, ça sera cher parce que l'État n'a pas suffisamment de moyens pour pouvoir même subventionner les petits trucs comme l'immobilier, subventionner des trucs que les citoyens utilisent le plus. Donc, quand on parle de ça, il y a toujours des gens qui vont venir défendre ça. Et ce qui me fait encore mal, c'est des gens qui ne profitent pas de ce qu'ils défendent là. Et ils profitent d'autres choses. Ils profitent du contraire de ce qu'ils défendent dans le pays des gens. Maintenant, nous, quand on parle de notre pays, on a un petit cœur pour leurs cousins qu'ils ont laissés au pays là-bas. Ils viennent se braquer. C'est triste. Donc, pour chuter rapidement, moi, je dis juste que le problème de la Côte d'Ivoire, il faut qu'on rééduque. Monsieur, fermez votre micro, s'il vous plaît. Andy, j'ai vu ton commentaire, t'inquiète pas. Il faut... La Côte d'Ivoire a besoin de rééducation à tous les niveaux, que ce soit les prochaines générations, que ce soit ceux qui sont déjà vieux, pour qu'on puisse leur expliquer quand un président d'État s'endette, d'abord, c'est pas en son nom, et quels sont les impacts que ça peut avoir sur la vie de tous les citoyens. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ne comprennent pas ça. Il faut rééduquer les citoyens. Il faut rééduquer les citoyens sur l'importance de l'argent public. Comme ça, ils ne vont pas applaudir lorsque des personnalités du RHDP, par exemple, sont dans un scandale de vol d'argent public et on ne les poursuit pas. Je prends l'exemple du scandale de SNDI, à la tête le boss du RHDP, qui jusqu'à aujourd'hui n'a pas été questionné par M. Brahma, le procureur. La liste est longue. Il faut rééduquer la population sur, comment on dit ça, le rôle des députés. Et je pense qu'il y a une rééducation à ce niveau-là qui est en train d'être faite parce que les prochains députés qui vont venir là, même les députés RHDP vont rendre des comptes à leur population parce que maintenant, les citoyens ont compris c'est quoi le rôle d'un député, sauf peut-être les Andy et le reste. Comme ça, quand il y a des plaintes par rapport au train de vie de l'État, ils pourront passer par les députés et puis ça va pousser les choses dans l'Assemblée nationale là-bas. Donc, Nina, je m'arrête là pour le moment. Merci. Andy, ta motion, on l'écoute pas. Non? Oui. Alors, bonjour à toi, Hacker. Alors, il y a Hacker qui nous dit, le Premier ministre français a fait un discours pour dire que la dette ivoirienne est alarmante. Ça me fait rigoler. Parce qu'il ne pourra pas me sortir un discours d'un quelconque Premier ministre français, faire toute comment je vais dire ça, toute une thèse sur la dette ivoirienne. C'est aberrant, ça n'a aucun sens. Tu comprends? Ce n'est même pas vrai ce que tu dis là. Il n'y a aucun Premier ministre français qui a dit ce que tu racontes là. C'est pas vrai. Donne-moi le nom de ce Premier ministre et puis le jour de son discours. Mais toi-même, quand tu viens laisser la parole, il faut que tu vas mettre ça tout à l'heure là. C'est pas vrai. Il faut arrêter de dire des choses qui ne sont pas vraies. Mais parlons même de la dette et la France. Mais la France là, elle est plus endettée que la Côte d'Ivoire. La France a un taux d'endettement de 113%. Selon l'INSEE. Tu comprends? L'INSEE français, là, ils disent que la France a un taux d'endettement de 113%. Le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire oscille entre 54 et 57%. Actuellement où je parle là. Donc la France est plus endettée que la Côte d'Ivoire doublement, plus du doublement même. Donc si la France, 113%, comment on appelle ça, la dette rapportée au PIB français, la dette française rapportée au PIB français, la dette publique, c'est-à-dire la dette intérieure plus la dette extérieure, rapportée au PIB français, est à 113%. Et la dette publique ivoirienne, intérieure plus extérieure, rapportée au PIB ivoirien, on est entre 54 et 57%. Donc si on veut regarder qui doit se préoccuper, c'est-à-dire que c'est la situation de qui est alarmant au niveau de la dette, la France n'a rien à dire à la Côte d'Ivoire sur ce côté-là. Je ne crois pas, franchement. Voilà comment on discute au niveau de la dette. Ça fait un. Maintenant de deux, tu dis que non, il y a tellement de problèmes dans le pays,
on prend des dettes et on crée des institutions qui n'ont aucun sens, telles que le médiateur de la République, blablabla, le Sénat. Nina, on va écouter ici Laurent Gbagbo, quand il était dans l'opposition. Écoute Laurent Gbagbo. Hein. D'accord, faut jouer. Nous voulons abroger. Attendez, je baisse le son. D'accord. Voilà, ça là, il était dans l'opposition face au PDCI de Bédier. Quand Bédier a émis l'idée de créer un Sénat, voici les propos de Gbagbo. Si vous voulez, je vais vous montrer la vidéo, vous allez voir. D'accord, faut montrer la Pourquoi ils m'ont dit qu'ils sont en train de... Voilà. Adama. Là, on va le voir, nous tous ici, Laurent Gbagbo, au temps de Bédier. Ce qu'il disait du Sénat. Encore là, tu demandes à ce qu'on te mette en grand. Il était blagué, oh, il était blagué, oh. Il était blagué, Kaza. Oui, il faut nous dire ce que tu as dit hier, Gbagbo. Abroger le Sénat. Voilà. Parce que moi, je suis parlementaire depuis 10 ans. On est 175 députés. On n'a même pas les moyens pour travailler. Voilà. Nous n'avons même pas de bureau. Les députés n'ont pas de bureau. Vous croyez que c'est une constitution qui va décréter ça? Non. Mais c'est pourquoi nous pensons que c'est inutile de faire une deuxième chambre parlementaire. Voilà. Il faut conserver une chambre et puis donner les moyens supplémentaires. Voilà. Mais Donc, là, c'est quoi attends, tu vas comprendre ce que je veux dire, Nina. Gbagbo dit ici, le ça contexte c'est dans l'opposition face au PDCI. Il dit que eux là, parce qu'il était député de Ouagadougou à cette période-là, que eux les députés là, ils n'ont pas il n'y a pas l'argent dans le pays. Bédier dit qu'il n'y a pas l'argent et puis il veut créer encore une autre chambre parlementaire. Qu'ils sont en train de lutter au niveau de l'Assemblée nationale pour abroger cette chambre parlementaire-là. Que la Côte d'Ivoire n'a pas besoin de ça parce qu'il n'y a pas l'argent. Tu comprends? Maintenant, on va écouter le même Gbagbo ici. Quand il est arrivé au pouvoir maintenant, on va l'écouter. Oui, On va écouter Gbagbo. Voilà, ça c'est en 2010, lors de la campagne électorale. C'est qu'il promettait aux Ivoiriens. Ça, il est au pouvoir maintenant, on va l'écouter. Il faut conserver une chambre et puis donner Écoutez, des moyens supplémentaires aux députés de travailler. Deuxième modification, je veux élargir le débat parlementaire. Donc je veux créer un Sénat. Et puis ils ont crié ouh. Parce qu'ils ont crié ouh, non. C'est jour-là, quand moi, il dit que ouais, les gars sont forts. Voilà Gbagbo ici, quand il est au pouvoir maintenant, il dit qu'il veut élargir le débat parlementaire. Donc, c'est-à-dire que le but pour Gbagbo de créer un Sénat en Côte d'Ivoire, c'est de pouvoir élargir le débat parlementaire. Donc, il veut créer un Sénat. Donc, heureusement pour nous, pour la Côte d'Ivoire aussi, que Gbagbo n'a pas gagné le pouvoir en 2010. Il a été dégagé. Alassane Ouattara est venu. Alassane Ouattara a réalisé son rêve. Le Sénat a eu une effectivité, elle a été créée. Maintenant, Gbagbo se retrouve encore dans l'opposition. Comme les hackers et les Gbagbo et compagnie là, ils nous sortent encore la même vieille rengaine comme au temps du PDCI. Non, le Sénat n'est pas bon, ça sert à rien, il n'y a pas d'argent, il faut donner l'argent aux députés, il faut faire ceci. Donc, ceux-là, c'est vous qui ne les connaissez pas. Ils sont comme ça. Quand ils sont dans l'opposition là, rien n'est bon. Sénat n'est pas bon. Il ne faut pas, on va créer quelque chose. Mais quand eux-mêmes sont au pouvoir là, c'est eux maintenant qui disent aux Ivoiriens maintenant, oui, ce que j'ai dit hier n'est pas créé là. Moi-même, je vais créer ça. Est-ce que ça là, c'est cohérent? Est-ce que ça là, c'est logique? Est-ce que ça là, c'est sérieux? C'est pas sérieux. Donc, tes discours de Sénat et compagnie là, tu peux te les garder pour toi. Nous avons créé le Sénat, comme Gbagbo l'a dit, pour élargir le débat parlementaire. Et encore d'y voir le débat parlementaire est effectivement élargi parce qu'il y a plusieurs représentativités et le discours est ouvert. Quand je finis de dire ça, Nina, pour chuter maintenant, le même hacker là nous dit, lui, il est persuadé qu'Alassane Ouattara n'a pas l'argent. Voilà pourquoi quand il construit des routes, il met péage là-dessus. Ça me fait rigoler. Nina, je l'ai dit tout à l'heure, là, je le redis encore. Gbagbo voulait mettre 26 postes de péage sur le réseau routier ivoirien, sur des routes que lui n'a pas construites. Moi, je me rappelle, rapidement, 10 secondes, je suis un enfant de Yopougon Ndokwa, sur l'autoroute du Nord, là, qui passait devant notre quartier, là. Autoroute du Nord que Oufoué a construit, là. Un matin, ils sont venus déposer des gros fers sur le pont piéton, là, qui relie Yopougon Ndokwa à Yopougon Gare. Il y a un pont piéton comme ça. Ils ont mis des gros fers là-dessus comme ça. J'ai demandé à mon oncle, il a dit, mais les fers là, c'est pourquoi? On dit, ah, ils vont mettre un péage ici. C'était ma première fois d'entendre le mot péage. J'étais encore vraiment encore jeune. J'ai dit, mais c'est quoi péage? On dit, non, ils vont mettre un truc ici, quand les voitures vont passer, ils vont s'arrêter là, et puis ils vont payer. J'ai dit, ah bon? Bah, ça sera bien alors. Je ne savais même pas ce que c'était. C'est avec du recul, quand j'ai grandi, maintenant je commence à comprendre les choses. J'ai dit, mais attends. Mais autoroute du Nord, là, Gbagbo est venu trouver, c'était déjà construit. Et lui, il veut mettre péage dessus.
C'est quelle arnaque ça? Ils voulaient en mettre 26 comme ça sur le réseau routier ivoirien. C'est une arnaque. Alassane Ouattara n'a même pas encore construit même 20 péages. Mais tous les péages qui existent en Côte d'Ivoire là sont sur des routes que lui, Alassane Ouattara, a construites, sont sur des routes neuves. C'est ce qui est logique. Donc vous êtes très mal placé pour parler des péages, franchement. Très mal placé. Très mal placé. Je m'arrête là, Nina, je ne vais pas être trop long, merci. Comme il m'a fait une motion, il peut faire un commentaire. D'accord, rapidement. Puis maintenant, la proposition va parler. Oui, Rapidement. oui. Monsieur Andy, je vais répondre rapidement à certains points. Concernant ce que j'ai dit sur le Premier ministre français qui a alarmé sur la dette là, faut écouter bien quand on explique. J'essaie d'utiliser des mots simples pour que tout le monde comprenne. J'ai dit il s'est exprimé sur la dette française et il a alarmé ses citoyens. Comment un Premier ministre français va venir alarmer les citoyens ivoiriens? Il faut quand même raisonner un peu. Il y a un Premier ministre qui, j'ai oublié son nom, je ne sais pas si c'était Bayrou ou bien l'autre là. Il y a un Premier ministre qui a fait, je pense que c'est Bayrou. Et M. Andy, toi tu le sais. Donc écoutez bien quand les gens parlent. Prochain point. Tu dis que M. Gbagbo a dit qu'il a créé un Sénat. Moi je n'aime pas les fixations sur les noms des personnalités politiques. Parce que moi j'aime parler avec des faits. Quand j'ai pris l'exemple de Sénat, l'exemple de Sénat, c'est par rapport au poids du portefeuille de l'État qui est associé ou qui est attribué au Sénat. Ce n'est pas le Sénat en lui-même. Je dis le Sénat, là, leur budget, là, c'est des milliards. Et puis j'ai cité d'autres portefeuilles d'État qui, pour moi, je pense qu'on peut les supprimer parce que ça ne sert à rien d'un pays comme la Côte d'Ivoire qui est sur la voie du développement. Et tu parles de M. Gbagbo. Si M. Gbagbo a promis cela, là, oui, c'est bon. Enfin, c'est pas ça le problème. M. Gbagbo a pu, avec le budget sécurisé et autres, là, a pu réduire la dette de la Côte d'Ivoire. Ça veut dire en fait qu'il a quand même des capacités à pouvoir réduire une dette si il a déjà montré qu'il est capable de faire ça. Donc s'il a promis le Sénat là, il sait comment il va faire pour ne pas que ça puisse impacter par exemple la dette. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'il a déjà montré un jour qu'il est capable de réduire une dette. Donc quel que soit ce qu'il va promettre là, lui il sait sur quoi il compte. Par contre, M. Alassane Ouattara, lui, il est économiste. C'est comme si tu dis, comment on dit ça, comment je vais expliquer ça? On va laisser ça. Je pense que les gens ont compris. Je dis juste que ce n'est pas le Sénat qui est le problème. C'est le budget qui est associé là. C'est ça qui est le problème. Et tu viens me sortir une vidéo de M. Gbagbo. On te demande un contexte. Tu sors deux vidéos. Et puis, voilà. Donc, dernière chose. Non, c'est un commentaire. C'est pas des dernières choses. Il a dit, M. Gbagbo voulait mettre péage. Et il a demandé, on lui a dit que, en tout cas, il a vu des faits sur des routes. Puis il a demandé, c'est quoi ils vont mettre ici? Il dit c'est péage. C'est qui t'a dit que c'était péage? Dans ça, c'est un. Et puis c'était sur quelle voie? Parce qu'il ne faut pas. Soit on parle des faits, soit on parle des hommes politiques. Mais forcément, Gbagbo, là, c'est ça qu'il veut comprendre. C'est qui t'a dit ça, là? L'information, là, et puis c'était sur quelle voie? Merci. Nina, très rapidement, je peux répondre à sa question. Andy, pardon. Non, 10 secondes, c'est 10 secondes. Non, pardon. Nina, on va passer à... Laisse-moi ça parler. 2 secondes, ça a duré. Attends, proposition. Il a dit non, il a dit... Kaza, pardon, fais à cause de Dieu, doyen. Pas plus. On lui a c'est même pas moi-même qui va lui... C'est même pas moi qui va lui répondre. C'est Gbagbo qui va lui répondre. On écoute Gbagbo. À 30 secondes. Qui est la forme moderne. Attends, hein. J'allume ma caméra. D'accord, donc on te met en grand pour 30 secondes, non? C'est ça, non? Oui, 30 secondes, rapidement. Gbagbo me va lui répondre. On a mis en grand pour 30 secondes. Je te parle d'une période où Gbagbo était président, tu me dis, qui m'a dit. Tu vas écouter Gbagbo. On dit en grand. Le péage, qui est la forme moderne de financement des routes. Écoute, hein. Selon le péage. On écoute, on dit 30 secondes en grand. Le financement des routes aujourd'hui, et je pense que ce sera une bonne chose. Il faut que les Ivoiriens s'habituent à ça. De toute façon, les utilisateurs des routes sont déjà d'accord, on a déjà discuté. Il est prévu dans le cadre de cette nouvelle stratégie de péage la construction de 26 stations de péage sur l'ensemble du réseau routier ivoirien.
Voilà. Stop. Je ne parle plus encore avec toi, Hacker. Gbagbo t'a déjà répondu. On dit Proposant, Gbagbo t'a répondu. Ouais, Proposant. Proposant, comment tu vas? Très bien, ma soeur, et toi-même? Déjà, été un peu occupé, mais ça va, ça va. J'aime bien ton panel parce que c'est toujours deux radicaux qui s'affrontent à chaque fois. Oh là, mais il n'y a pas radicaux, ça va, c'est posé. Entre les gens qui sont pour le parti au pouvoir, qui disent que tout va bien, tout va très bien, et les gens de l'opposition qui disent non, rien n'est fait. On a conçu des goudrons quand il a plu une seule fois. Il y a eu, le goudron s'est arraché. Le goudron s'arrache avec la terre. Avec la terre. Quand on veut leur poser la question pour savoir exactement où c'est, pour que nous, on aille prendre des photos pour demander à l'État de faire attention. Attends, demander à Pétro. Pétro, ça s'est passé vers où ça mène? Dans quelle commune? La terre là. Le goudron là, c'est dans quelle commune? Non, j'enregistre. Nina, j'enregistre, je te mets le lien. Je te mets le lien en commentaire. Je te mets le lien en commentaire. En fait, je suis désolé pour des personnes qui ne vivent pas en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais nous qui sommes en Côte d'Ivoire à ces périodes, il y a des photos. Voilà. Donc, s'ils veulent parler, votre histoire, s'ils veulent parler, qui s'affirme et qui s'assume. Faut pas y dire les gens, parce que c'est moi qui suis sur le panel, mon nom est là. Donc, je l'autorise à dire mon nom pour que je puisse répondre. Voilà. Mais ça, je voulais pas dire ton nom, parce que tu vas me couper la parole. Je sais comment toi tu débats. Voilà. Moi, j'aime le débat dans la politesse. J'ai voulu te faire une motion pour que tu clarifies, tu as refusé. Je me suis tué. Donc, quand j'ai mon temps de parole, ne te sens pas visé. S'il te plaît. C'est comme ça, on mène un débat. Voilà. C'est le haut du panel qui m'a demandé, hein. C'est pas vous que j'ai répondu. C'est l'hôtesse. Pedro, faut taper le patron. On est tous en train. Voilà, merci beaucoup. Donc voilà, Nina, moi j'ai dit, bon, c'est vraiment dommage dans le débat politique ivoirien, tout à l'heure quand je l'ai dit, hein, c'est que des radicaux, c'est-à-dire les gens, ils ne veulent pas nuancer des choses. Et on entend des choses, franchement, qui font mal aux oreilles. Bon, voilà, jeunesse conscience, là je peux le citer, parce que on débat tout le temps ensemble, donc on se connaît très bien. Jeunesse conscience qui nous dit non, tout le monde, il a sorti cette phrase, hein. Tout le monde dit que tout va bien. Comment tout le monde peut dire que tout va bien? Comment tout le monde peut dire que tout va bien alors que l'État lui-même là propose 12 000 francs par mois pour des gens qui sont dans la précarité, qui sont dans l'extrême pauvreté. Et toi, tu viens t'asseoir pour nous dire non, tout le monde dit que tout va bien. Non, mais au bout d'un moment, faut nuancer un peu. Moi, je veux bien que vous supportez le président de la République ou bien le RHDP, hein, mais faut nuancer. Moi, je reconnais tout ce que le RHDP a fait. Ils nous ont construit des universités. La réponse est, ils ont augmenté le nombre d'universités. C'est bien, c'est bien. Il y a eu des goudrons. C'est bien. Mais venez nous dire que tout va bien. Moi, je vous raconte toujours cette histoire. Moi, j'ai croisé une jeune fille ici, à Bordeaux, qui partait envoyer 10 000 francs. Ça fait 15 € avec sa bourse à sa copine qui est restée au pays. Et on va me dire que tout va bien. Et quand on va dire ça, vous allez me poser la question pour savoir, est-ce qu'on doit distribuer l'argent à tout le monde? Non, moi, je ne le dis pas. Je ne dis pas ça. Mais l'État doit aider les gens qui sont pauvres. Toi, tu dis, parce que toi, tu es à l'aise. Tu dis non, on ne doit pas distribuer l'argent. Et ça, tu te balades de panel à panel pour le dire ça. Je trouve ça choquant. Ça sert à quoi d'avoir des bons chiffres? Pour dire non, on a un PIB de ceci, on a augmenté le budget et que la population n'en profite pas. Ça sert à quoi? On gouverne pour les institutions internationales, on gouverne juste pour être classé. Là, aujourd'hui, on nous dit oui, la Côte d'Ivoire est 8e économie. Oui, mais 8e économie avec des gens pauvres dedans, ça ne sert strictement à rien. Moi, je vais vous choquer. Moi, je suis pour la dette à outrance. Voilà, moi je suis pour la dette à outrance, mais pourvu que ça profite à la population. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire d'avant du temps de Laurent Gbagbo, là, on n'avait pas découvert du pétrole, on n'avait pas assez d'or. Aujourd'hui, là, nous sommes en train d'avoir des richesses dont la dette que nous allons contracter pour que ça profite à la population, là. D'une manière ou d'une autre, là, on va rembourser. Maintenant, des gens aussi qui viennent sur des panels pour dire non, la Côte d'Ivoire endettée, cher ami. Ce n'est pas vous qui donnez la dette à la Côte d'Ivoire. Ceux qui donnent la dette là, ils ne donnent pas la dette à n'importe qui. Je prends dans la vie normale, hein, tu as 1200 € par mois, on peut pas te prêter 10 000 €. On peut pas te prêter un remboursement de plus de 33% de ton salaire.
Donc, celui qui a 15 000 euros là, lui, il peut aller prendre un crédit de 5 000 euros pendant que toi, tu ne peux pas prendre. Donc, on prête seulement qu'aux riches. Si ces institutions-là, et puis ce n'est pas que les banques, franchement, il faut lire, c'est bien de parler, mais il faut lire un peu, se documenter un peu. Toi-même, tu peux prêter de l'argent à la Côte d'Ivoire quand on fait les appels de fonds par les bons du trésor. Donc, ce n'est pas que les banques. Il y a des Ivoiriens qui gagnent un peu dans la dette de la Côte d'Ivoire. En tout cas, ceux qui veulent investir. Donc, il faut prendre ces renseignements-là. Toi-même, tu peux prêter à ton pays. Quand il y a des bons de trésor de 5 000, de 10 000 sur un an, là, tu peux aller souscrire aussi. Ça va te faire rentrer un peu d'argent. Tu vas prêter à ton pays. Donc moi, je suis pas là pour critiquer la dette. Voilà, la France, Andy l'a dit tout à l'heure, est à 113% de son PIB, mais ils empruntent moins cher sur le marché parce que c'est un pays, ils sont crédibles. Ils sont crédibles. La Grèce n'a pas atteint même ce niveau-là lorsqu'on déclarait leur faillite parce qu'ils sont pas crédibles. Parce qu'ils sont pas crédibles. La Côte d'Ivoire, sur le plan international, est crédible. C'est pour ça que les gens continuent à nous donner du crédit. Et je l'ai dit tout à l'heure, moi, on peut prendre la dette pourvu que ça profite à la population. Mais maintenant, si c'est pour prendre la dette pour grossir les multinationales, pour ne pas pouvoir créer des champions nationaux, là, par contre, je ne suis pas pour. Voilà. Donc, il faut essayer quand même de temps en temps de nuancer des choses. Bon, on tombe dans le populisme, mais finalement, on a un discours qui n'est pas crédible. Comme on peut venir s'asseoir pour dire non, on a fait des goudrons. Quand il pleut, ça s'arrache avec la tête. Et puis maintenant, moi, je vais chuter sur ça pour dire, vous qui, à chaque fois, quand on monte sur un panel, vous nous dites, non, vous connaissez pas la Côte d'Ivoire, vous ne vivez pas en Côte d'Ivoire, là. Chers amis, allez-y, regardez à la télé. Les reportages, les bons reportages sur la Côte d'Ivoire, là, c'est les Blancs qui le font. Souvent, ils sont même pas dans le pays là-bas. Vos journalistes, là, ils connaissent rien de votre propre pays. Donc, il faut arrêter de dire aux gens, ouais, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire. On n'a pas de parents en Côte d'Ivoire. On t'a dit que nous sommes des orphelins, ou bien on n'a pas de frères et sœurs en Côte d'Ivoire. Ou bien on n'a pas d'amis en Côte d'Ivoire. Et vous connaissez, d'ailleurs, est-ce que vous connaissez notre fréquence d'aller en Côte d'Ivoire? Il y a des gens, Yopougon, qui viennent au plateau une fois par mois, alors ils sont dans la même Côte d'Ivoire là, non? Il y en a même qui viennent au plateau une fois chaque 6 mois, ou bien à 13 villes, venir acheter Dockside une fois par an et puis ça va. Alors, quelle est la différence, ces gens-là et moi? Non, au bout d'un moment, il faut arrêter, il faut trouver d'autres arguments que de venir nous dire, non, que vous n'avez pas le monopole parce que vous vivez dans le pays. D'accord? Voilà, vous n'avez pas le monopole. Mais attends, moi, je vais proposer, attends, il y a une motion pour toi. Il dit, tu tombes sur une vidéo depuis quelques jours, elle fait trop rire. Il y a un monsieur, elle s'appelle quelque chose Soro, là. Il y a Soro dans son nom. Il dit, quelqu'un a de prendre le pouvoir, là. Dans les administrations, il n'y a pas de stylo. L'armée partait à vélo pour aller intervenir. Le port était endetté à 50 milliards. Sotra était à 100 milliards. Je suis à base, je dis, en fait, j'écoute la vidéo. Tu penses quoi de ces propos? Tu le connais dans quelque chose sur ce que j'ai dit tout à l'heure, Nina. C'est-à-dire, les gens, ils peuvent pas ils savent pas nuancer. Donc, c'est, non, c'est pas grâce à Ado. C'est un moral de Ado, hein. Ah, ouais, mais c'est ça, j'ai dit là. C'est grâce à Ado qu'il y a eu les stylos maintenant dans l'administration. Soyons sérieux. Vous voulez, il faut nuancer un peu. Sans Ado, là, on signait pas. Avec quel bic les gens ont signé quand il a été élu, là? Avec quel bic on a signé? Hein? Mais pour Sotra, là, et pour Sotra 100 milliards, là, on dit Ado a payé ça, il a épongé ça, hein. Il a payé la dette de la Sotra, de toute façon, ça c'est connu, Nina. Toutes les sociétés de transport public, là, dans tous les pays au monde, sont toujours endettés. Actuellement, là, on peut pas nous dire que la Sotra n'est pas endettée. Non, mais ils ont limé le jeton. C'est pas qu'ils sont endettés. Ils ont la paix. Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a eu des détournements. Mais est-ce que ça ne continue pas? Est-ce qu'il y a toujours pas? Est-ce que les détournements se sont arrêtés en Côte d'Ivoire? La réponse est clairement non. Mais est-ce qu'il y a des sociétés qui ferment au nom de l'appaiement des pierres au dû? C'est ça, faut te demander. Est-ce qu'il y a des sociétés qui ferment sous Ado à l'heure là parce que le jeton a été lapé? Voilà le vrai point. Voilà pourquoi il parle de la vidéo. Il dit, Sotra fermé, Sotra était endetté. Toi aussi, Kazafa, écoutez ce que je dis. Sotra était endetté, elle a fermé. Le port, il y avait des gros trous. Il y avait les endettements de 50 milliards.
100 milliards avec la Sotra. C'est ça il a dit. Je sais pas si tu as compris ce que j'ai dit. La Sotra était endettée, c'est vrai. Mais moi, je n'ai pas connaissance que la Sotra a déjà fermé. La Sotra n'a jamais fermé ses portes jusqu'à aujourd'hui. La Sotra était endettée. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais comment on fait pour s'endetter si on veut... Moi, c'est comment la Sotra a fait, si toi tu sais, comment ces États-là font pour faire endetter nos sociétés qui travaillent pour nous. À un moment là... Non, mais parce que Nina, c'est ce que je t'ai dit. C'est-à-dire, le coût auquel les Ivoiriens payent la Sotra en tant que transport là, ce n'est pas le coût réel. C'est comme la SNCF ici en France. Le train, le billet de train que nous payons là, ce n'est pas le coût réel du billet de train. L'État subventionne. C'est pour ça que la SNCF est endettée, malgré que l'État verse combien de milliards, je n'ai pas les chiffres en tête pour ne pas raconter n'importe quoi, comment on dit lui les fois dans les chiffres, peut-être que lui va nous le dire. L'État verse une subvention de combien de milliards là, chaque année à la SNCF. Mais ils sont toujours endettés. Voilà, les sociétés de transport public, l'État subventionne la population. Parce que, par exemple, à l'époque, on prenait le bus à 125. Pendant le bus à 125, là, pendant ce temps-là, les bacs là sont à 300, 400. Donc, il y a bien un problème. Ça veut dire que l'État subventionne, ce n'est pas le prix réel que nous payons. Voilà. Mais cela ne veut pas dire, je ne dédouane pas qu'il y a eu, effectivement, il y a eu des détournements au niveau de la Sotra. À l'époque, il y avait un certain monsieur Aka, qui était directeur de la Sotra, il a été accusé de gabégie financière, etc., etc. Donc, voilà, il a fait une gabégie financière, il y a eu. Ouais, tout à fait, ouais. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais la Sotra n'a jamais fermé. C'est pour ça que je dis, quand les gens parlent, il faut qu'ils nuancent un peu. Jamais la Sotra. Mais l'autre là, l'autre société qu'on appelait l'espace des SITAF là. SITAF qui ramassait les ordures en Côte d'Ivoire dans les communes là. Tu sais qu'à un moment, il avait déposé ses valises, non? Cette société-là. Ouais, SITAF avait fermé Vous avez dit qu'il y a eu une gabégie là-bas ou pas? C'était quoi? Ouais, là-bas aussi, c'était des détournements de fonds. L'État avait donné l'argent pour aller acheter des camions de ramassage. Le problème de la Côte d'Ivoire, tout gouvernement confondu, c'est l'impunité des responsables. C'est ce qui me dérange, quoi, en fait. Ça dit, les gens, ils détournent ici, on les enlève, on les place dans un autre endroit. Et ça, c'est tout gouvernement confondu. Ils déplacent le problème, mais ils ne règlent pas les problèmes. Voilà ce qui se passe en Côte d'Ivoire. C'est ça qui est dommage. On ne veut pas punir les gens, je ne sais pas pourquoi. Regarde, proposant, dans mon travail, moi je suis dans l'éducation, à mon boulot, notre comptable, ils ont vu des traçabilités de quelques pierres, on appelle ça 1 pound. C'est du genre, une pièce. Ils ont vu des transactions bizarres. Ils ont fait comme ça, dans les yeux, ils ont renvoyé le gars. Ah, mais c'est ça. Mais c'est ça, là-bas, voilà, dans les pays européens, là, les gens, ils jouent pas. Je dis pas qu'il n'y a pas de détournements. Il y a des détournements, il y a des détournements, mais il a été renvoyé quand ils l'ont attrapé. Tu es de là à là. Tu parles de quoi? Ils l'ont pas déplacé. Et puis, ils ont sali son casier. Dans le domaine dans lequel il était, il ne peut pas avoir Jossi dedans. Ah, mais c'est lui-même qui a sali son casier, c'est pas quelqu'un qui a sali son casier, hein. Pour le coup. Tu comprends? Donc, Nina, moi, je vais chuter en disant que je suis d'accord avec Ake sur un point. D'accord, tu auras ta motion. Attends, ces institutions en un point fini, là. Voilà. On a le président de la République, on a le vice-président, on a le premier ministre, on a le haut représentant du président de la République. Ça sert à quoi tout ça? Franchement, ça sert à quoi? On a besoin de tout ça là pour gouverner le pays. Ça, c'est là pour le coup, je suis d'accord avec sur ça. Même le Sénat là. Moi, je suis d'accord pour le Sénat, hein. Mais pourvu que tout le monde soit élu, pourquoi? Dans quel pays au monde le président de la République, lui, il nomme 30% des sénateurs? Alors, c'est 30% que lui, il a nommé là. Vous pensez qu'il va envoyer une proposition de loi et puis ceux-là, ils vont refuser de voter? Soit on ferme le Sénat, ou bien tout le monde se présente là-bas. Il n'y a pas de député, il n'y a pas de sénateur élu. Voilà, moi, je suis pas d'accord avec ça. Faut pas essayer de créer des institutions pour juste se faire plaisir. Pourquoi le président de la République, il a le droit de nommer 30% des sénateurs? Non. Soit on ferme le Sénat, ou bien tous les sénateurs vont aux élections. Voilà.
D'accord, Je tu vois, non, m'arrête là. attends, que je viens, tu vois, non, le proposant, rapidement. Tu sais ce qui fait que les choses sont impunies en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire même là. Comme moi, c'est une analyse que je fais. Je me dis que c'est impuni parce que quand quelqu'un a un poste, il envoie son cousin, il envoie sa connaissance, il envoie quelqu'un qui connaît il y a longtemps, qui l'a galéré, tiens, il travaille quelque part, il vient te positionner. Et puis, c'est en ça, c'est-à-dire que c'est de connaissances. Donc, quand il y a les gâtements, quoi, là, il peut pas avoir de vrais attachements. C'est-à-dire que c'est une question d'affinité. Les gens ont du boulot en Afrique très souvent par affinité. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Le proposant. Non, je te comprends, ouais, parce que c'est la familiarité en fait. C'est-à-dire, Voilà. voilà, les parents vont te mettre la pression, non, toi aussi à cause de ça, tu veux le mettre en prison, bah, on ferme les yeux là-dessus et Il ça paraît continue. même que Gbagbo, autant de cacao, café, conseil, je sais pas si c'est café ou bien quoi, on dit le mousseau de Afin Guessan là, on dit il a arrêté le mousseau. On dit Afin Guessan n'a pas supporté ça. Il paraît, les gommes ont dit ici, ce paraît là que non, le mousseau de Afin Guessan là, quand Gbagbo était au pouvoir là, on dit qu'il a fait arrêter le mousseau de Afin Guessan. C'est vrai, non? Les gommes l'ont dit ici, ce panel. Je sais pas si vous avez entendu parler de ça. Elle a même fait la prison, non, je crois qu'elle a fait la prison. Voilà, donc on dit que Gbagbo a essayé, quelqu'un dans les commentaires dit oui, oui. Vous voyez, donc il n'a pas peut-être regardé forcément le côté affinité. Lui, il a voulu faire la justice, c'est-à-dire que suivre la loi, mais ça n'a pas trop marché parce que c'est une question d'affinité. Il est le président de son parti politique et son mousseau dégamme. Et puis pourquoi Gbagbo vous voyez comment l'Afrique, il dit, c'est qu'on est dedans là. Ici, là, elle va faire l'affinité. Oh. Tu travailles, c'est que tu mérites ce que tu es en train de faire comme boulot, là. Tu postules, on te donne ton travail. Donc, il n'y a pas à faire de c'est mon oncle, c'est mon cousin, c'est ma tante. Donc, s'il a chié, on n'a qu'à laisser, pardon, la famille a dit que ça peut pas finir. Ici, là, quand on dit corruption, il y a tout ce que vous voulez. Mais ils sont pas dans les émotions. Donc, malgré qu'il y a corruption, les pays sont en avance. Donc, on dit, bon, bref. Fais ta motion, s'il te plaît. Rapidement, je vais faire un commentaire rapide et puis je vais poser une question sur la dette à M. le proposant. D'accord. Concernant le fait qu'on dit que vous n'êtes pas en Côte d'Ivoire, mais vous venez défendre, je pense que M. le proposant a brièvement parlé de ça. Je vais rapidement commenter. Le problème, c'est pas de venir parler de ton pays. Je ne parle pas de lui seulement. Je parle même des Andis qui sont les LDR piquants qui sont dans le pays des gens. Comme Andy par exemple. C'est d'eux que je parle. Le problème, c'est que tu es dans un pays, par exemple, où on ne rigole pas avec l'argent public. C'est-à-dire que pour même pas, on va avoir un soupçon sur un détournement parce que tu gères l'argent des citoyens. Et tu sais très bien que quand il y a un scandale comme ça, la justice met tout en œuvre pour pouvoir questionner les personnes qui sont impliquées et peut-être, et puis après, s'ils sont coupables, on les met en prison. Tu peux pas être dans un pays comme ça, tu vois ça, tu sais que c'est bien pour la France ou même l'Europe. Et puis dans ton pays là, quand ça se passe et puis on ne poursuit pas la personne là, toi tu défends ça. C'est-à-dire que tu applaudis ça. C'est là un peu le côté malhonnête. Je prends un autre exemple. Des RDR qui sont aux États-Unis, où Trump dit qu'il est en train de tout faire pour que la priorité soit aux Américains. Réduire les dépenses de l'État, toutes les aides extérieures, etc. Toi, en tant qu'Ivoirien qui est aux États-Unis, tu applaudis ça parce que tu vis là-bas avec ta famille, ça va te profiter. Maintenant, tu viens sur un panel défendre le RDR qui fait le contraire de ce que Trump est en train de te proposer là-bas. Et c'est ça le côté malhonnête de certains défenseurs du RDR qui ne vivent pas au pays. Sinon, le problème, c'est pas venir de parler de la Côte d'Ivoire. C'est ça. Tant qu'il aura des gens comme ça, et ceux-là, moi je dis, c'est les ennemis de la Côte d'Ivoire. Parce que tout ce qu'ils vont dire là, leurs familles ne profitent pas, ils sont dans les pays bien. Nous, on est dans les pays bien, mais on pense à nos frères, nos petits cousins qui sont restés là-bas. C'est ça la différence. Monsieur proposant, une question sur la dette. Là, vous avez dit qu'on donne on accorde du crédit à la Côte d'Ivoire parce qu'elle est crédible. Bon, moi je sais que même en tant que personne individuelle, quand tu pars à la banque pour tu demandes un crédit, la banque va regarder pour voir c'est où ils peuvent mettre la main, c'est-à-dire des choses qui t'appartiennent au cas où tu n'arrives pas à payer. Vous en tant qu'Ivoirien, et puis en se basant sur ce que vous avez dit là, en code là,
ceux qui donnent la dette, là, est-ce qu'ils ne mettent pas la main sur certaines choses critiques de la Côte d'Ivoire, au cas où la Côte d'Ivoire n'arrive pas à rembourser, là, ils pourront se faire rembourser. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est le cas? Si c'est le cas, vous pouvez citer au moins 1 ou 2 choses sur lesquelles ceux qui donnent le crédit, là, peuvent mettre la main pour pouvoir, au cas où, avoir leur argent. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que la dette, là, ils ne vont pas les donner parce que pour les belles dents de M. Alassane Ouattara, ils mettent des mains sur des choses critiques du pays. Vous pouvez citer 1 ou 2 choses que vous pensez que, voilà, ils peuvent mettre la main dessus au cas où la Côte d'Ivoire n'arrive pas à rembourser. Déjà, un État, en fait, c'est parce que le véritable problème qu'on a, c'est que les gens pensent qu'un État, c'est comme un individu. Donc, en fait, dans ton truc, pour toi, ça dit demain, la Côte d'Ivoire n'arrive pas à payer, et puis ils vont venir, ils vont saisir la tour F, ou bien ils vont saisir le port, ou bien, non, c'est pas comme ça marche. Ce n'est pas comme ça marche. Les États, là, ils ont la possibilité de prendre des dettes pour payer la dette. C'est ça. Donc, l'État faillite, là, vraiment, c'est des choses qui sont quand même rares. C'est très, 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 très rare. Et je t'ai dit, avec tout ce que la Côte d'Ivoire est en train de découvrir aujourd'hui, de l'or, le pétrole, on nous dit que en 2026, 2027, la production du pétrole, on a les moyens de rembourser, et puis on n'est pas... Excusez-moi de vous interrompre, pardonnez, c'est juste pour préciser, c'est pas ma question, ça. Je peux vous aider. Je demande juste que, vous-même, vous êtes d'accord que les dettes, là, on ne donne pas cadeau, vous êtes d'accord? Oui ou non? On est d'accord sur ça. Vous pensez que, vu qu'on est d'accord qu'ils ne donnent pas ça cadeau, sur quoi ceux qui donnent l'argent, comment ils se rassurent que la Côte d'Ivoire peut rembourser? Selon vous, c'est ça que je veux comprendre. Pendant la question... C'est pour juste comprendre, on est là le Mac dit qu'il va répondre pour toi, Kaza. Le Mac, lui, il est dans ce domaine-là. D'accord. Monsieur le Mac, allez-y. Monsieur le Mac, allez-y. Oui, en fait, comme Kaza l'a dit d'abord pour répondre à la question, un État n'est pas un individu. Donc, l'État va pas forcément hypothéquer des choses, effectivement. Mais on se base sur 2 choses pour prêter de l'argent à l'État. Donc, sur ses historiques de paiement, etc. Est-ce que c'est un État qui paye pas? Sur l'organisation, donc sur la façon dont le pays est géré, est-ce que justement il y a des perspectives de stabilité, etc., etc. Et puis aussi sur les perspectives, là, Kaza, il a parlé justement des découvertes, de tout ce qu'on a comme gisement, de notre richesse qu'on est en train de créer, tu vois. Donc c'est vraiment ça, sur les perspectives. Et puis sur l'historique, donc c'est ce qui se fait un peu partout dans le monde. Je lui ai dit, quand par exemple ceux qui sont aux États-Unis, on leur donne un score de crédit, ou même quand la banque, je lui ai dit, tu te donnes un prêt immobilier, etc., ils vont pas forcément te demander d'hypothéquer quelque chose, mais ils vont se baser sur 2 choses. La première, c'est, je lui ai dit, les anciens crédits que tu as pris, comment tu payes, etc., mais surtout, je lui ai dit, ce que tu as comme travail en ce moment et ta capacité justement de rembourser la dette avec le taux d'endettement que tu as déjà. Donc c'est ça, il y a des ratios qui sont bien établis, bien définis, qui permettent à la Côte d'Ivoire, justement, de faire face à ces échéances. Donc quand on dit que la note s'est améliorée, c'est pas, la note s'améliore parce que justement, on arrive à payer notre dette. La note s'améliore parce que le pays est plus ou moins stable depuis un moment. La note s'améliore parce que justement, je lui ai dit, il y a des découvertes qui sont faites et on voit que en termes de perspective, justement, on est capable à terme d'augmenter nos recettes, que ce soit des recettes fiscales, etc., etc. Donc il y a plusieurs indicateurs qui permettent aux gens de. Donc il faut lire les rapports. Je lui dis, quand tu lis Fitch, tu lis Standard & Poor's, ils expliquent exactement pourquoi ils donnent ces notes-là et pourquoi les investisseurs peuvent continuer de faire face de faire confiance à la Côte d'Ivoire. Je prends un exemple simple. En 2009-2010, la dette publique de la Côte d'Ivoire sur les marchés, donc ceux qui le club de Paris, etc., se vendait à même pas 10% de sa valeur. C'est-à-dire que les gens bradaient parce que c'est des dettes qu'ils ont contactées depuis longtemps, etc. Donc, mais aujourd'hui, ça se vendait justement en 2012-2013 autour de 60 à 80%. Mais aujourd'hui, la dette se vend à plus que sa valeur. Donc c'est ça en fait justement qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Quelle est la capacité du pays à rembourser, mais surtout, est-ce que ce pays-là fait confiance à travers, genre, en termes de perspective sur l'avenir, etc., etc. C'est pour ça que les pays semblent, c'est pour ça que les pays font en sorte de donner l'impression que on est stable et qu'on peut faire, par exemple, face au terrorisme, on peut faire face aux mutineries, etc., etc., etc. Voilà. Donc bref, je vais m'arrêter là pour ne pas être long. Mais si Kaza peut continuer. D'accord, ok. Donc, Hacker, c'est bon?
On peut avancer. Tu as envie qu'on On aura d'autres prises de Non, parole. faut commenter ta motion alors. Commente ta Non, motion. moi, j'ai pas vu ma réponse. Après, chacun ils ont essayé de répondre. Moi, la seule question que j'ai posée, je dis, Donc, pour accorder un crédit, là, c'est plusieurs critères qu'on évalue. Oui, le risque dont M. Mac a parlé, ça fait partie des critères, mais c'est plusieurs critères qu'on évalue. Je doute très fort que les dettes là soient accordées seulement sur l'historique des paiements et la manière avec laquelle le pays est gouverné. Il y a des choses, par exemple le troisième pont là, le troisième pont. Depuis que le troisième pont a été créé, est-ce que vous savez qu'une bonne partie allait vers une compagnie extérieure? C'est ce genre d'exemple-là que je parle. Ça veut dire qu'il y a une dette qui a été prise pour faire le troisième pont. Et ceux qui ont donné cette dette-là, ils veulent avoir leur argent. C'est pour ça qu'il y a eu péage. Donc, c'est des exemples comme ça que je demandais. Mais Oui, je pense ça que c'est clair. En fait, je peux peut-être rentrer plus. Ça c'est clair. Moi, j'ai fini. D'accord, ça c'est clair. Pour le troisième pont, par exemple, ça c'est un exemple parfait que tu prends. Pour le troisième pont, par exemple, on devait rembourser sur 30 ans. L'entreprise, mais on finit par rembourser sur 9 ans parce que justement il y a eu un péage. Et pour la dette de la Côte d'Ivoire, toi-même comme Kaza l'a expliqué, tu peux être créancier et toi-même tu peux contacter la dette de la Côte d'Ivoire. Mais est-ce que tu vas demander à ce qu'on te donne un bâtiment avant d'aller acheter des bons de trésor? Non. Tu vas te demander pourquoi est-ce que le pays est capable de me rembourser quand je vais te donner de la dette. Je me souviens qu'en son temps, il y a 2 ans en arrière ou 3 ans, l'État de Côte d'Ivoire a lancé des emprunts obligataires sur des dettes de court terme de 6%, etc. Beaucoup d'Ivoiriens ont souscrit. J'ai pas envie de, mais beaucoup d'Ivoiriens y ont souscrit. Mais qu'est-ce qu'on s'est demandé? C'est est-ce que l'État peut nous rembourser dans 3 ans quand on aura besoin de nos 1000, 2000 ou 3000 $, ou 3000 euros, etc., ou 1 million de francs CFA. C'est ça. Donc, ils vont pas nous donner quelque chose, mais on va lire les rapports, se demander est-ce que l'État pourra nous rembourser dans 3 ans quand on aura besoin de notre argent avec les intérêts. Et c'est ce qui va nous permettre de donner. Et c'est sur ça que les banques d'investissement, c'est sur ça que, les entreprises privées, c'est sur ça que tout le monde, les particuliers se basent pour acheter les bons du trésor. C'est que sur ça qu'on se base. Parce que la dette, là, c'est pas une personne qui l'a, c'est tout le monde qui l'a. Maintenant, les institutions de Bretton Woods, etc., elles donnent des dettes qui permettent à l'État, justement, de survivre en quelque sorte. Donc ça, c'est vraiment aussi quelque chose de différent. D'accord. On va écouter la perfusion. Hein? Ma chérie, tu es là? Si tu veux faire ta deuxième prise de parole, vas-y. Ouais, de toute façon, j'allais partir. Parce que là, le sujet est devenu un peu trop orienté. Enfin, il y a trop de radicaux là. Mais en tout cas, c'était un plaisir. Et moi, pour revenir au sujet de la dette là, comme l'autre le disait, je crois qu'il est parti, où on parlait en fait de l'affectation de la dette. Où moi j'ai dit que les routes c'est bien, mais c'était pas le plus urgent. Parce que chacun peut avoir son avis. Moi, pour moi, notre économie n'a pas les mêmes besoins que certaines autres économies. On prend l'argent, c'est bien, c'est très très bien de s'endetter si on peut faire travailler l'argent. En fait, lui, il explique comme si en Côte d'Ivoire, il n'y avait aucune route avant 2011. Comme si on se balançait de branche en branche. Non, on a des routes, mais elles sont pas vraiment... elles sont quand même dégradées, surtout dans nos zones cacaoyères. Donc moi, je pense qu'on pouvait d'abord mettre en place une usine qui allait générer un revenu et donner des emplois. Mais lui, il a dit que s'il n'y a pas de route, lui va faire quoi les usines? Justement, c'est ce que je dis, parce qu'il y a deux cas. Il y a une logique qui demande d'avoir la route. C'est la route qui va transporter les engins de chantier et tout pour construire une usine. Mais justement, ben voilà où ça se rejoint. Voilà, mais là, on parle du cas où l'accès à une zone est vraiment impossible. Mais là, on est en Côte d'Ivoire. Bon, là, il est en train de nous dire que depuis 1960 jusqu'à 2011, il n'y a aucun cacao qui sortait, par exemple, de la zone de Fresco, parce qu'il n'y avait pas de route. Non. Donc, moi, je pense qu'on peut construire une usine pour accélérer la production et la transformation de notre cacao, ce qui ne va pas nous empêcher de construire des routes. Et en attendant, on peut avoir des petites routes prioritaires. Donc, ça nous permet d'avoir des revenus, de rembourser plus rapidement la dette qu'on prend en arrière et après prendre des routes, aller faire la route de Bondoukou. On n'a pas dit de ne pas faire de route. Mais on ne peut pas être là pendant 15 ans à faire des routes. Et là, aujourd'hui, nous, en tant qu'exportateurs de matières premières brutes, on ne peut pas avoir des usines finies pour faire du chocolat, en fait. Et ça, je ne sais pas si... Mais on dit, on a les usines de chocolat. On dit on transforme le chocolat. Je sais pas moi. On le fait, il y a des gens qui ont des petites zones de transformation,
Mais là, quand même, on parle de la Côte d'Ivoire. Nous, Ah, c'est les petites zones, c'est pas les grandes zones. Mais on est très loin de notre capacité. Ah nous, bon? on a comme... C'est pas vrai, c'est pas vrai. Elle dit c'est les petites zones, elle dit c'est les petites zones, elle a précisé. Monsieur, c'est les petites zones. Monsieur, grand Andy. C'est Andy, il s'appelle Andy. Il ne faut pas l'appeler monsieur, c'est pas un monsieur, il s'appelle Andy. Oui, ça vous La Côte d'Ivoire, perfusion. La Côte d'Ivoire compte aujourd'hui où je parle là, en 2025 là, 16, écoute-moi très bien, 16 unités. Grand frère, le problème, tu me laisses pas parler. Écoute-moi. Bon, attends, non, Andy. Tu laisses la finir, parce qu'après elle, je dois parler. Bon, ok, vas-y, finis. Andy, pardon, laisse-la. En fait, le problème là, le problème, c'est que lui, il est dans une dynamique de je vais défendre en fait une histoire. Nous, on veut discuter de notre pays, on veut être, enfin, on cherche quelque chose de vrai. Moi, même s'il y a 70 usines, c'est pas le nombre d'usines qui m'intéresse, c'est notre capacité de production. Tu vois, Grandi, sinon, les usines là, on peut dire non, il y a on dit dans les commentaires, on dit il ment mal. Ils ont mis mal dessus, tout ça là. Grand frère, tu peux pas me dire qu'il y a 16 usines qui ont été créées. Si je te demande, tu pourras pas me montrer une usine digne de ce nom, à la hauteur de la Côte d'Ivoire, étant premier producteur de cacao en Côte d'Ivoire. Là, je parle que du cacao. Et au monde, je parle que du cacao. Et je dis que nous, aujourd'hui, la dette aurait pu servir à créer beaucoup d'autres choses en amont des routes et des tours F. Je suis d'accord quand le monsieur il dit qu'on met de l'argent pour des sénateurs qui, la plupart, ont 2-3 postes qui nécessitent tout autant d'argent, pendant que cet argent aurait permis de créer d'autres choses. Moi, ça, c'est mon point de vue. Maintenant, dire qu'ils ont créé 2-3 usines, d'ailleurs, j'étais d'accord quand il a dit que c'est pas à l'État même de créer des usines. Dans un pays sérieux, l'État doit combiner des stratégies autant horizontales, donc passer par tous, accompagner la recherche, le développement, alléger la fiscalité pour que tout le monde soit content et qu'on arrête de crier que la vie est chère, et parallèlement, faire des stratégies verticales, c'est-à-dire avoir des secteurs ciblés. On va se focaliser sur la transformation de nos produits minéraux. On va se focaliser sur l'agriculture. Et avec ces deux pôles stratégiques, on a des revenus conséquents pour chaque citoyen qui arrive à payer des impôts intéressants sans toutefois sentir que leur poche est en train d'être vidée par l'État. Et l'État prend l'argent, il rembourse la dette et puis il répond une autre dette. Moi, si ça ne tient qu'à moi, on peut vivre de dette en dette. Mais c'est ce qu'on fait de la dette. Et ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas un pouvoir en place. Donc ça, c'était un. Et puis pour chuter, c'était, je crois, le Mac ou... Non, l'autre. Je crois même qu'il est pas... C'est pas lui qui est descendu, là. Oui, lui, il me demandait... Ah, c'était la jeunesse consciente, non? Voilà. Il disait qu'il avait un petit embroglio en défaut de paiement et puis arriéré. Juste qu'il faut comprendre, pour tout le monde comme ça, c'est clair. Et puis peut-être que Marc rebondira. Quand un pays prend de la dette vis-à-vis de différents organismes, il y a le FMI qui est là, il y a la Banque mondiale par exemple, et il y a des mécanismes qui permettent, quand un pays a certaines difficultés, de créer des conditions de négociation qui vont lui permettre de payer avec des retards ses intérêts, mais derrière, ils vont accumuler des arriérés. C'est ce qu'on appelle un arriéré. Contrairement à ce qui est un défaut de paiement, il y a une date butoir. On n'arrive pas, il n'y a pas de négociation, on te met une période de grâce, ça dépend du délai, généralement 30 jours, et après, on te déclare en défaut. Donc, en fait, il faut comprendre que dans le cas de la Côte d'Ivoire, là, quand ils ont eu les problèmes avec le Club de Paris et la Banque africaine et tout, la Côte d'Ivoire n'a pas été déclarée en cessation, en défaut de paiement, parce que malgré qu'ils avaient des brise-billes avec leurs autres créanciers, au niveau du FMI, ils réglaient leurs engagements. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas été en défaut de paiement. Quand tu es en défaut de paiement, c'est que vis-à-vis des eurobonds avec le FMI, tu n'arrives pas à régler tes engagements. En ce moment, on parle de défaut de paiement. Donc, il y a une nuance. Et ça, nous, on n'en a eu que 2 dans notre histoire. Voilà. D'accord. Bon, oui, d'accord. Non, c'est à mon tour. Je veux parler avant qu'elle ne descende. Ça serait intéressant. Vraiment, comme tu veux parler? Tu veux que je reste grand? Oui, vraiment pour que je puisse éclaircir. Attends, il y a Kaza qui a demandé une motion. Non, mais moi aussi, j'ai une motion, Nina. Tu m'as dit de faire une motion. On va écouter Andy, ouais. Andy, c'est trop. Andy, faut apprendre à être bref, pardon. Non, mais très rapidement, moi je vais dire à Perfusion, non, ce n'est pas vrai ce que vous dites. À la télévision, mettez-moi en grand. Non, mais justement, ils vont me mettre en grand pour prouver la véracité des propos que j'avance. Parce qu'apparemment,
parce qu'apparemment dans les commentaires, on mettrait des menteurs. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont aucune culture sur les pays, qui ne savent même pas ce qui se passe. Justement, Nina, comme je mens mal là, c'est pourquoi je demande à ce qu'on me mette en grand pour prouver ce que je dis. Où est-ce qu'il y a moi, j'ai dit qu'en Côte d'Ivoire là, il y a des usines de ce nom. Attends, rapidement, j'explique un truc. Aujourd'hui là, avant Alassane Ouattara là, les usines de transformation de cacao, que ce soit en produit, comment on appelle ça, semi-fini, ou en produit fini, il y en avait combien en Côte d'Ivoire? Depuis 2011, à partir de 2012, quand le monsieur a pris le pouvoir là, mais ça pousse en Côte d'Ivoire un peu partout. C'est une effectivité. Attends, je vais allumer ma caméra. C'est même pas compliqué. Hein. Je vais vous donner le secret. Depuis avant, tu étais mis en grand. Je vais vous donner le secret à vous tous qui me regardez là. Je vais vous présenter ici quelques-unes. Vous pouvez aller sur YouTube, vous tapez simplement dans la barre de recherche de YouTube là, ouverture d'usine de transformation de cacao en Côte d'Ivoire. Vous tapez ça seulement et vous cliquez yes. Là, ça va sortir comme ça et vous allez voir. Ici par exemple. Attends. Ça, ce sont deux jeunes Ivoiriens, d'accord? Andy est factuel. Voilà, Andy, vas-y. Oui, mais il faut ça, Nina. Ça, ce sont deux jeunes Ivoiriens. Ce sont deux jeunes Ivoiriens à Divo qui ont ouvert cette usine-là. Excusez-moi, c'est la pub. Il n'y a pas de problème. Faut pas t'inquiéter pour les autres. Voilà, ce sont des jumeaux Ivoiriens qui ont ouvert cette usine-là. Tout récemment, là. Une usine de ce type d'un coût de plus de 32 ferme ton micro, s'il te plaît. L'événement a rassemblé des tu provoques un petit peu. Passer dedans les mots, tu dis de fermer mon micro. Non, ferme ton micro, il ne veut pas de mots. Il faut me laisser moi, mais il peut faire ma chose. Sur 2 hectares à la sortie ouest de la ville de Divo, d'une capacité de transformation de 36 000 tonnes de cacao par an, tu es là, non, j'espère. À 15 000 tonnes par an à l'origine. Oui, il l'attend. Elle est articulée sur 5 lignes de production, notamment celle de la pâte de cacao, celle du verre de cacao, celle du raffinage. Maintenant, attends, je vais finir par là. Oui, Marc, tu vas rebondir. On va même laisser, comment on appelle ça? C'est pas Marc, c'est la perfusion qui t'attend. Oui. Ici, par exemple, ça c'est à San Pedro. Ça c'est encore une autre usine de la société GCB à San Pedro. D'accord? Le premier ministre, comment il s'appelle? Le vice-président, Siemoko Meile est parti faire l'inauguration pour la société GCB à San Pedro. Attends, on va montrer l'usine en elle-même. Voilà. Ça, j'ai déjà vu la vidéo. Oui. Bon, Andy a dit que je vais montrer encore d'autres. Non, mais tu dis qu'il n'y a pas d'usine digne du nom. Ok, il y en a encore. Laissez-moi, je vais montrer. Bon, laissons Andy parler. Non, si, ils ont dit que c'est faux, justement. Concentrez-vous. Attendez ça, même si vous avez déjà vu, c'est pas grave, laissez-le faire son... Non, on va descendre pour laisser ce débat-là. C'est quoi ça? Laissez tout ça, là, on va continuer le débat. C'est moi qui l'ai fait. Il veut montrer les... C'est quoi ça? Das, il dit qu'il veut montrer les usines. Peut-être que tu n'as pas vu. J'ai pas dit que c'est faux, qu'il y a un menteur dans les commentaires. Je vais me justifier maintenant. Vous n'avez pas vu. Andy veut vous faire le privilège de vous les montrer. Nina, c'est moi, Andy, je dis. Je n'ai pas dit quelque chose d'autre. J'ai dit les usines. U-S-I-N-E. S à la fin, des grandes usines, d'accord, de transformation digne du nom de cacao en Côte d'Ivoire là. Il y en a au moins 16. Il y en a certains qui appartiennent aux Ivoiriens. Et puis, la plupart appartiennent à des grands groupes, d'accord, qui viennent des États-Unis, qui viennent de la Thaïlande, qui viennent de la Suisse et compagnie. Quand tu enlèves ça, comment on appelle ça? Il y a à côté de ça encore des petits producteurs, des PME ivoiriens qui font ce que Perfusion a dit là. Qu'ils ont des petites unités de transformation, ci et là. Ça aussi, il y en a beaucoup aussi. Mais quand moi-même, je parle d'unités de transformation en Côte d'Ivoire, je ne compte pas les petites PME là. Excuse-moi, il faut rajouter que la Côte d'Ivoire est devenue le premier broyeur de cacao. Voilà, le premier broyeur mondial de fèves de cacao en beurre de cacao. Avant, c'était la Hollande qui avait cette place-là. On a ravivé la place à la Hollande. Aujourd'hui, avec ces usines de transformation là, la Côte d'Ivoire est devenue le premier broyeur mondial. Il n'est pas dit africain, il dit mondial. De fèves de cacao en beurre de cacao. C'est une réalité. D'accord, attends, on va faire son commentaire, puis on va descendre. Voilà, juste parce que, en fait, c'est ce qu'il était en train de dire. Le monsieur là, le grand proposant, quand il a pris la parole, il a dit la même chose. Le problème là, c'est que les gens, ils viennent pas débattre pour l'avancée du pays. Ils viennent débattre dans une dynamique
partisane. Lui, il soutient Alassane. Quand on dit un truc, il prend ce qui le dérange et puis il commence à parler comme si on est en train de faire une campagne. On n'est pas en campagne politique, grand frère. Je dis, tout ce que tu dis là, moi, je n'ai pas dit que c'est faux, peut-être dans les commentaires, mais je dis que au niveau d'où nous on est en Côte d'Ivoire, là, moi, je n'ai pas dit qu'en Côte d'Ivoire, on est dans la bourse et que non, hein. Je dis qu'on devrait aller plus. Pour moi, si c'est moi qui décidais, la tour F, là, avant de la faire, là, j'aurais pris ça pour faire autre chose d'abord, pour donner de l'emploi direct, pour faire développer les trucs. Si aujourd'hui on était arrivé à ce qu'on voulait depuis 2010, quand le président a pris le pouvoir, il n'allait pas nous dire qu'on attend encore, je ne sais pas, jusqu'à 2030 ou 50 pour atteindre la capacité de transformation en local de 50% de notre production. Mais tu ne te rends pas compte que quand nous, on va atteindre 50% de transformation en local, là, il y a des gens qui, en fait, ils ne pourront même plus discuter avec nous. Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a personne qui... Mais même cette année, tout dernièrement, on a une unité qui est sortie. 32 000 milliards pour tourner le cacao. ST2C, je crois, CI et tout. Moi, je suis bien ça. Tu vois ce que je veux dire? 000 milliards? Ce que moi, je suis en train d'essayer de te faire comprendre là. Tu dis 32 000 tonnes, je pense. Ok, j'ai eu peur. 32 000 milliards, ça fait beaucoup. Non, pardon. C'est une usine ils ont un 32 milliards, pardon. Ils ne voulaient pas le truc, l'investissement. Ils ont fait ça à Divo, là. Ça coûtait 32 milliards. C'est quoi? Elle parle de quoi? Je ne suis pas là. 32 milliards même. Non, de transformation de cacao des jeunes Ivoiriens à Divo, là. À Divo, là. Voilà. Ça coûtait 32 milliards. Grand frère, prends les 32 milliards qui ont pu faire sortir cette usine-là, avec la capacité qu'elle nous donne. Et puis, dis-moi que j'ai pas raison que le coût d'une tour, parce que la tour, là, je pense que on peut la faire. On peut même la faire dans une autre ville de Côte d'Ivoire. Mais on peut d'abord mettre de l'argent dans des unités comme ça. Ça donne de l'emploi, ça appelle aussi les investisseurs, ça encourage l'accélération des villes. Les gens vont arrêter de mettre des studios en location à 200 000 à Benjerville, parce que comme sur la route de Cachola, il y a toute une économie qui est en train de se créer. Ça va diminuer le coût des logements, de l'acquisition du foncier. Enfin, ça va. Moi, c'est ce que je suis en train de dire. Je n'ai pas dit que non, on est à l'arrache et que bon, on est dans un cas dramatique. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Donc, pour revenir à ce que tu dis, je suis d'accord qu'il y a des trucs qui existent, mais je trouve que par rapport au niveau de notre dette que j'encourage, on est très loin derrière. Et parce que les gens sont en train de voler dans l'argent. Parce qu'on a vu des gens qui ont payé des bancs à des coups de milliards pour mettre dans des écoles où il n'y a pas de toit. Voilà, ça c'est ce que moi je dis.